Bonjour, quatrième volet de cette série sur les solutions de haute disponibilité avec SQL Server. Aujourd'hui, nous continuons dans le vif du sujet avec les groupes de disponibilité Always On. Toujours la petite présentation, Ariane Papillon, MVP Data Platform depuis 8 ans, spécialiste de SQL Server, et vous trouverez mes nombreux sites et blogs pour obtenir des informations techniques sur SQL Server. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dans les 3 parties précédentes, nous avions abordé le log shipping, le database mirroring et les instances en cluster. Dans cette 4e partie, nous allons parler des groupes de disponibilité Always On. A noter que les instances en cluster et les groupes de disponibilité font tous deux partie des solutions SQL Server Always On. Nous abordons maintenant les groupes de disponibilité Always On. Cette architecture existe depuis SQL Server 2012 et couvre aussi bien les besoins de haute disponibilité que de récupération en cas de désastre. Elle s'appuie sur 2 technologies que nous avons présentées précédemment. Pour le transport, c'est la mise en miroir de bases de données. Pour la détection de panne, le nom virtuel auquel se connectent les clients, c'est le cluster Windows. Par rapport au database mirroring, cette solution apporte les avantages suivants. D'abord une protection par groupe de plusieurs bases, là où le database mirroring se configurait pour chaque base individuelle. Ainsi, en cas de basculement, ce sont toutes les bases d'un même groupe qui basculent. La possibilité aussi d'avoir plusieurs réplicas, là où le database mirroring n'en supportait qu'un seul, jusqu'à 4 secondaires au total avec SQL Server 2012, et même jusqu'à 8 depuis SQL Server 2014. Ces réplicas peuvent au choix être configurés en mode synchrone ou asynchrone. Contrairement aux autres solutions, il est aussi possible de configurer un ou plusieurs réplicas secondaires pour un accès en lecture seule, et il est possible de déporter les sauvegardes sur un réplica. Attention, comme nous le détaillerons plus tard, l'ensemble des fonctionnalités n'est disponible qu'en édition entreprise, et les groupes de disponibilité Always On sont très limités en édition standard. Un des principaux avantages des groupes de disponibilité Always On est qu'il est possible de configurer des réplicas secondaires en lecture seule. Pour chaque réplica, vous pourrez décider s'il doit rester inaccessible et donc qu'il sert uniquement pour la haute disponibilité, ou qu'il peut être accessible en lecture, soit dans tous les cas, soit uniquement pour les applications qui annoncent leur intention de lecture seule dans leur chaîne de connexion. Comme un réplica est alimenté au fil de l'eau par les insertions, suppressions, mises à jour faites sur le primaire, l'isolation snapshot par reversioning est utilisée sur les réplicas en lecture, de façon à éviter toute contention de verrouillage. Concernant les statistiques, comme le réplica est en lecture seule, il n'est en principe pas possible de les mettre à jour ou d'en créer de nouvelles lorsque des requêtes le nécessitent. Lorsque c'est le cas, SQL Server crée tout de même des statistiques temporaires dans la base TempDB. Pour permettre le basculement des clients d'une instance à l'autre en cas de panne ou de failover manuel, on peut déclarer un listener pour le groupe de disponibilité. Le listener correspond à un nom de machine et un port. Il va être déclaré comme une ressource du groupe de cluster et les clients se connecteront à ce nom de machine et à ce port et en cas de basculement, ils seront redirigés vers le serveur primaire, le nouveau serveur primaire qui reprendra en charge ce nom et ce port. Le listener peut aussi avoir une autre fonctionnalité, celle de router automatiquement vers un réplica en lecture les connexions qui annoncent une intention de lecture seule dans leur chaîne de connexion. Côté listener et groupe de disponibilité, cela se configure avec une liste de routage. Le routage suit cette liste de façon statique, cela avant SQL Server 2016, et maintenant depuis SQL Server 2016 utilise du round robin pour choisir son réplica en lecture. L'état de santé du serveur est surveillé par une procédure stockée, la procédure 6 SP Server Diagnostics, qui renvoie son statut à intervalles réguliers, et il est connecté au cluster par l'intermédiaire d'une DLL SQL RV RES. Depuis SQL Server 2016, il est possible d'activer la détection de panne au niveau de la base plutôt que de l'instance. Par ailleurs, la stratégie de déclenchement du failover est réglable sur plusieurs niveaux, allant d'une erreur modérée à l'arrêt complet du serveur. Pour les groupes de disponibilité, nous avons également besoin d'au moins 2 serveurs SQL. Pour la partie d'installation Windows, ces serveurs sont configurés en cluster, mais sans stockage partagé, chaque serveur possédant son propre stockage indépendant. À la différence d'une installation en cluster, SQL Server est installé indépendamment sur chaque nœud. C'est une installation autonome et non une installation en cluster. Les services SQL Server sont donc en fonctionnement sur chacun des 2 nœuds.
Le transport des réplicas va utiliser un canal TCP sécurisé entre les serveurs, tout comme le database mirroring, mais c'est le cluster Windows qui va gérer l'état de basculement. On va ensuite pouvoir créer un groupe de disponibilité qui va regrouper un ensemble de bases qui seront répliquées vers le ou les secondaires avec une réplication en mode synchrone ou asynchrone. Comme pour le database mirroring, seul le mode synchrone supporte le basculement automatique sans perte de données. En cas de panne du nœud primaire, c'est tout le groupe de base qui basculera vers l'autre nœud. Un poste client pourrait se connecter directement au réplica primaire, mais il sera plus intéressant de configurer un listener. Cette ressource sera gérée par le cluster Windows et fournira une adresse IP, un nom de machine et un port pour les postes clients. Le cluster s'occupe de faire prendre en charge cette adresse et ce port par le serveur SQL qui obtient le rôle de serveur primaire. Des architectures beaucoup plus complexes sont tout à fait envisageables. Dans cet exemple, nous avons un cluster Windows à 5 nœuds. Une particularité de cet exemple est que l'un des réplicas, le primaire, est une instance en cluster, un failover cluster instance, installé sur les deux premiers nœuds. En effet, il est possible d'utiliser ces deux technologies simultanément dans la même architecture. Ici, l'instance en cluster assure la haute disponibilité et la continuité d'activité de l'instance primaire. Nous avons 3 réplicas secondaires, un réplica synchrone en lecture seule dédié au reporting et 2 réplicas passifs, l'un en synchrone et l'autre en asynchrone, pour 2 niveaux de plan de reprise d'activité. Et nous avons 5 groupes de disponibilité, chacun avec son propre listener. Un petit exemple, ici nous sommes sur un cluster Windows à 3 nœuds, nœud 1, nœud 2, nœud 3, et sur chacun des nœuds, une instance SQL Server est installée. La première chose à faire pour configurer un groupe de disponibilité est, pour chacune des instances concernées, d'aller dans le gestionnaire de configuration, dans les propriétés de l'instance, activer la haute disponibilité Always On. La case est ici déjà cochée puisque cette opération a déjà été faite. Ensuite, pour créer un groupe de disponibilité, ici j'ai quelques bases de données disponibles sur mon premier serveur. Imaginons que mon premier serveur va être le principal. Mon serveur numéro 2 va être un serveur de secours en réplication synchrone, et mon serveur numéro 3 va être un serveur de reporting en lecture, par exemple, pour faire du reporting et éventuellement basculer dessus en cas de PRA. Pour créer un groupe de disponibilité, j'ai un petit assistant. Donc, nouveau groupe de disponibilité. Je vais donner un nom à ce groupe de disponibilité, je vais l'appeler AGBDD1 par exemple. Je vais pouvoir choisir éventuellement ici de détecter l'état de santé au niveau des bases de données, sinon c'est au niveau de l'instance. Je vais sélectionner les bases de données que je veux mettre dans ce groupe de disponibilité, je vais en prendre 4 par exemple. Ces bases de données doivent déjà avoir fait l'objet d'une sauvegarde de base de données, voire d'une sauvegarde de journal, pour pouvoir répondre aux conditions requises pour les intégrer dans un groupe de disponibilité. Je vais spécifier ici les réplicas. Pour chacun des réplicas, je vais pouvoir définir son mode de réplication, validation synchrone ou asynchrone, et s'il est accessible en lecture, quand il est secondaire. Donc ici, je vais ajouter mes 2 autres serveurs. Le numéro 2, ici, sera secondaire. Je veux une validation synchrone et un basculement automatique entre ces 2 serveurs-là. Et je vais ajouter un 3e réplica, mon serveur numéro 3. Et ici, pas de basculement automatique, une validation asynchrone, et puis un accès en lecture seule. Alors j'ai le choix entre lecture seule tout le temps ou lecture seule uniquement pour les applications qui l'annoncent. Les points de terminaison pour la réplication qui vont être créés automatiquement. Par défaut, il choisit le port TCP 5022 sur chacune des instances, mais on pourrait changer. Des préférences de sauvegarde éventuelles, sur quel réplica on va faire les sauvegardes. Et puis, ne pas oublier ici, on peut créer notre listener qui va être un nom de machine d'abord. Donc je vais l'appeler ls pour listener, bdd1 comme nom de listener.
Le port, ben, je vais pouvoir lui donner le port 1433 par exemple, et je vais lui donner une adresse IP dans le sous-réseau 179. Alors j'ai plusieurs sous-réseaux, donc ici dans ce sous-réseau, une adresse IP fixe libre 19 196 par exemple, celle-ci est libre. OK. Et puis ici, sur le dernier onglet, si j'ai plusieurs réplicas en lecture, ben je peux configurer le routage automatique en lecture. Je synchronise mes données. Alors j'ai différentes manières pour les synchroniser. Depuis SQL Server 2016, j'ai ce qu'on appelle du direct seeding. Autrement dit, il va lui-même amorcer, créer les bases de données sur les réplicas et amorcer automatiquement. Sinon, je peux aussi le faire par restauration d'une sauvegarde ou joindre uniquement si les sauvegardes ont déjà été restaurées. Je valide tout ça. Jusque-là, tout est en succès. Un petit résumé. Je peux générer le script de l'opération. Alors, vous remarquerez, quand vous regarderez le script, que ce script, il travaille sur chacun des deux serveurs. Et donc, il travaille en mode SQL CMD. Il se connecte à SQL 1, ensuite à SQL 2, de nouveau à SQL 3, etc. Et je termine, et mon groupe de disponibilité va se créer. Quelques secondes d'attente. Surtout le temps qui synchronise. Qui vérifie. Et également qui déclare au niveau du cluster les ressources. Voilà, c'est terminé. Si je regarde maintenant ici mes bases de données, d'accord, et que j'actualise tout ça, vous remarquerez que mes 4 premières bases de données marquent ici synchronisées. Elles sont dans l'état synchronisé. Et j'actualise également ici, elles ont été créées et elles sont également synchronisées puisque nous sommes en réplication synchrone entre ces deux nœuds. Sur le troisième nœud, par contre, mes bases de données sont en synchronisation. Là, nous sommes en réplication asynchrone, donc elles ne sont pas forcément synchronisées, mais en cours de synchronisation. On a également un petit tableau de bord ici. Alors notre groupe de disponibilité, on voit bien qu'il a été configuré ici, avec ses réplicas, les bases de données qu'il contient et son listener. Ce listener, d'ailleurs, on le retrouve en tant que ressource dans le cluster Windows, dans les rôles ici. Alors, au passage, sur ce même cluster, j'ai également une instance en cluster qui tourne, hein, donc. Mais mon groupe de disponibilité ici, avec le groupe de disponibilité et son listener. Et si je reviens sur SQL Server pour vous montrer le petit tableau de bord qui nous permet de regarder l'état de nos groupes de disponibilité avec nos réplicas. On voit bien nos réplicas 1 et 2 qui sont bien synchronisés, le réplica 3 qui est en cours de synchronisation, donc perte de données potentielle puisque nous sommes dans réplication asynchrone, et si on basculait, certaines des données pourraient être encore dans la file d'attente. Voilà pour le 4e volet de cette présentation sur la haute disponibilité avec SQL Server. Merci pour votre attention et à bientôt.